Merci Omar. Merci également au comité d'organisation. Je pense que ça ne marche pas beaucoup avec. Donc, on va utiliser celui-là. Alors. Merci donc pour le comité d'organisation pour cette invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, je sais qu'on est un peu en retard, donc j'essaierai d'aller le plus rapidement possible, tout en essayant de vous maintenir vigilant jusqu'à la fin, à moins qu'il y ait des salles j'espère que non de toute façon. Alors, pour commencer, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce portrait, celui de M. Charles Dickens ou pas vraiment? Certainement, vous l'avez certainement croisé quelque part. C'est le portrait d'un écrivain, un grand écrivain britannique, Charles Dickens, qui est très très bien connu d'ailleurs partout dans le monde entier. Elle est connue par ses publications émerveillantes. Pourtant, il faisait beaucoup de fautes de grammaire et d'orthographe. C'est pour vous dire par passage que cette histoire de grammaire n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Et puis, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que c'était Charles Dickens qui, pour la première fois dans l'histoire, brossa le profil de ce petit garçon nommé le Fat Joe. Alors, c'était qui ce joli Fat Joe? Eh bien, c'était tout simplement un des personnages les plus célèbres des œuvres de Dickens, et c'était en fait un petit garçon, un peu obèse, comme vous l'avez certainement constaté, et tout le temps sanglant, assoupi, capable de s'endormir n'importe où, n'importe comment, et dans n'importe quelle position, et dès qu'il sombrait dans le sommeil, ben, c'était la symphonie du ronflement qui s'est déclenchée de la façon la plus explosive que j'ai. Alors, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, on s'est rendu compte que ce profil ironique initialement brossé par Dickens, au hasard en fait, ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, le SAWASH, ou également le SAS obstructif. Alors, pour aujourd'hui spécialement, on va insister surtout sur le cas de figure de l'enfant. On va le laisser pour une autre occasion, comme ça on aura un prétexte pour revenir peut-être une autre fois à votre. Je pense que ça vaut la peine. Alors, depuis sa description dans les années 70, le SAS continue à faire l'objet de nombreuses recommandations, dont les plus récentes ont été publiées par l'American Academy of Sleep Medicine, c'était en octobre 2012, et puis tout récemment, en 2014, nous avons eu la 3e édition de la classification internationale de troubles du sommeil. Et dans ces nouvelles recommandations ainsi publiées, on a repris un peu la définition des principaux événements respiratoires anormaux caractéristiques du SAS pour savoir que veut dire une apnée, que veut dire une hypopnée et que veut dire apnée. Alors, on commence par le premier événement. En fait, on parle d'apnée obstructive pour désigner une interruption totale et transitoire du flux aérien nasolabial pendant une durée égale ou supérieure à 10 secondes, durant le sommeil bien entendu, avec en même temps la persistance des mouvements respiratoires thoraco-abdominaux. Ça, c'est la définition admise de façon unanime. On la trouve dans toutes les recommandations, qu'elles soient américaines, canadiennes, françaises, belges ou également australiennes. Au contraire, pour l'hypopnée, là apparemment les choses ne sont pas encore aussi claires, car depuis le consensus de Chicago publié en 1999, il y avait plusieurs définitions qui ont été proposées, mais aucune finalement n'a fait l'unanimité. La plus récente, la définition la plus récente a été proposée par l'American Academy of Sleep Medicine en 2012, et là on définit l'hypopnée comme étant un événement dont la durée est égale ou supérieure à 10 secondes. Cet événement est caractérisé par une réduction de l'amplitude du flux aérien nasolabial de 30% ou plus par rapport au niveau de base, bien entendu. Et puis en plus de ça, il va y avoir aucun désaturation transcutanée égale ou supérieure à 3%, aucun annuel ou bien un microannuel. Donc ici, pour les Américains, on exige qu'il y ait un retentissement respiratoire à type de désaturation ou bien neurologique à type d'éveil ou de micro-éveil pour que l'on puisse parler d'une hypopnée. Chose qui n'est pas encore retenue dans les recommandations françaises parce que là, on est resté plutôt fidèle au consensus de Chicago de 1999. Alors, troisième et dernier événement caractéristique
savoir l'heure est rare selon la terminologie anglaise. Bon, on ne va pas entrer beaucoup dans les détails en parlant de cet événement, c'est un peu peut-être complexe à expliquer, mais sachez tout simplement que c'est une succession de cycles respiratoires. Ces cycles sont caractérisés par une augmentation des résistances respiratoires qui va se traduire sur la courbe définie par un aspect de plateau. Vous voyez ici le plateau inspiratoire contrairement au flux normal. La conséquence en sera une augmentation de l'effort respiratoire qui à son tour sera responsable d'un éveil ou d'un micro-éveil, mais sans qu'il s'agisse ni d'apnée ni d'économie. Donc en quelque sorte, on peut dire que le MILAR c'est en fait un événement respiratoire pour les malades cardiaques. Pour le cas de figure de malades cardiaques, nous avons une prévalence 10 fois plus importante comparativement à la population générale. C'est quand même intéressant. La même constatation est aussi valable pour les pathologies métaboliques avec le diabète de type 2 en tête de liste. Là aussi, si on regarde les principales publications au cours des 15 dernières années, on va noter que 30 jusqu'à 90% des diabétiques auraient un SAS modéré à sévère. Donc, les formes légères n'étaient pas considérées ici. Donc, si on va prendre en considération toutes les formes de SAS, quelle que soit sa sévérité, ben certainement, on va tomber sur des chiffres de prévalence qui sont encore plus importants. Pour la répartition selon l'âge maintenant, je pense que l'étude de Lyon publiée en 2000, relativement ancienne, reste toujours valable et explicite. Et là, on voit effectivement que la fréquence de la maladie augmente progressivement avec l'âge. Elle atteint son maximum aux alentours de la 6e décennie, donc c'est plutôt l'adulte d'âge moyen qui aurait la prévalence la plus importante, et puis par la suite, il y aura un effet plateau qui tendance à la stabilisation des chiffres de prévalence. Tout ça, c'est bien connu, c'est bien démontré par les différentes publications qui s'accordent à confirmer l'augmentation de la prévalence de la maladie avec le vieillissement. La montée, c'est quand maintenant. Et bien la nouveauté, c'est relativement récent, la nouveauté ça concerne la répartition de la maladie selon le sexe. Vous savez certainement que dans les publications initiales jusqu'à l'an 2000, on insistait beaucoup sur la prédominance masculine écrasante de la maladie, et à l'époque on parlait d'un sexe ratio aux alentours de 8 hommes pour une femme. Donc c'était énorme comme différence entre les deux sexes. À certains moments, les femmes se voyaient des hommes. Malheureusement, pour les femmes, bien entendu, ce n'est plus le cas, parce qu'en regardant les dernières publications au cours de la dernière décennie, on trouve que le sexe ratio n'est plus que de 3 ans pour une femme, et la différence tend à s'estomper davantage après la ménopause, et on aura probablement une attente équivalente entre les deux sexes. Donc, après la cinquantaine, personne ne fait les évaluer. J'arrive maintenant au point le plus important dans tout le paysage épidémiologique de la maladie, la mortalité accrue parmi les SAS non traités. On en parlait déjà depuis la fin des années 80, et puis ce fait a été clairement démontré avec la multiplication des publications. Une des études qui sont dans ce sens, l'étude de Valgerie publiée en 2009 et qui avait inclus 6000 individus, tous non traités, et qui ont été repartis en 4 groupes: contrôle, SAS léger, SAS modéré et SAS sévère. Et là, effectivement, faisant la comparaison entre les 4 groupes, on voit que la charge de survie à 10 ans est d'autant plus faible que le SAS est sévère. Plus le SAS est sévère, plus notre malade risque de mourir précocement comparativement à quelqu'un qui est indemne de la maladie. Bien sûr, ces constatations sont valables uniquement pour les malades non traités. Ceux qui sont correctement traités, sinon c'est autre histoire, et certainement on va en parler par la suite de façon beaucoup plus détaillée. Voilà. Encore une fois, d'une façon très brève, le paysage épidémiologique de la maladie. Maintenant, nous allons voir comment le SAS va-t-il se déclarer sur le plan fonctionnel et quand est-ce qu'on a le devoir de parler ou de penser au diagnostic. Bien sûr, vous savez tous que le tableau fonctionnel du SAS est dominé avant tout par le renflement, qui constitue une des manifestations cardinales observées de façon quasi constante chez tout malade apnéique. Il est presque exceptionnel de faire le diagnostic de la maladie chez quelqu'un qui ne ronfle pas. Ceci dit, il faut savoir en contrepartie que ronfler, ce n'est pas forcément synonyme d'un SAS. On peut ronfler de façon tout à fait banale, et on parle dans ce cas d'une ronchopathie simple
telle qu'elle a été décrite par l'Italien Legarci en 1989. Quand est-ce que donc le renflement doit faire envisager l'hypothèse d'un SAS obstructif? Typiquement, chez les malades apniques, il s'agit d'un renflement ancien qui évolue déjà depuis un certain moment avec tendance à l'aggravation au fil des années. C'est aussi un bruit sonore de forte intensité qui risque d'être gênant pour la conjointe alentour, les autres membres de la famille secondairement, et à certains moments, ce sont carrément les voisins qui sont concernés. Alors, une autre caractéristique encore plus importante à repérer, c'est en fait le caractère habituel du renflement. Donc ici, ce n'est pas du tout le renflement occasionnel qui apparaît de temps en temps, notamment en cas de fatigue ou en cas de dette de sommeil. Bien au contraire, il s'agit d'un renflement habituel qui apparaît toutes les nuits ou quasiment toutes les nuits. Ça, c'est une caractéristique extrêmement importante à repérer parce qu'apparemment, elle aurait une grande valeur diagnostique et ceci a été suggéré depuis déjà longtemps, notamment depuis l'étude de Willis. Alors, selon cette étude, on voit très bien que la probabilité d'avoir un SAS est multipliée par 30 chez quelqu'un qui ronfle régulièrement ou presque toutes les nuits. Chez le ronfleur habituel, la chance d'avoir un SAS est 30 fois plus importante comparativement à la population générale. En cas de ronflement occasionnel maintenant, certainement la probabilité elle sera considérablement moins importante, mais ça reste toujours significatif parce que quand même ici nous avons un risque relatif égal aux alentours de 4. Sinon, pour les non-ronfleurs, nous avons un risque relatif égal à 1 et cela signifie tout simplement qu'il est quasi impossible de faire un SAS lorsqu'on ne ronfle pas. Une autre caractéristique, elle aussi importante à repérer, c'est en fait le caractère crescendo du renflement. Donc ici, nous avons un bruit qui va augmenter petit à petit d'intensité avec le cycle respiratoire, et puis de temps en temps, il sera interrompu par des apnées ou par des silences angoissants qui sont facilement constatés par l'entourage et en particulier par la conjointe. Bien sûr, pendant cette période de silence, le patient ne respire plus. Bien au contraire, il va lutter, sa bouche s'ouvre et se ferme lentement, les lèvres deviennent cyanosées, la tête s'enfonce dans les épaules et la figure affiche un masque de souffrance. Et cette souffrance va se continuer jusqu'à la reprise ventilatoire qui sera annoncée par un ronflement encore plus intense, voire même explosif. Et parfois, on aura un état d'agitation avec des mouvements des quatre. Comment notre malade va-t-il exprimer cette souffrance nocturne quasi quotidienne? Bien sûr, il ne va pas témoigner de ronflements crescendo et de silences angoissants et de reprises explosives parce que lui, normalement, il est presque inconscient de ce qui se passe la nuit pendant le sommeil. Mais en contrepartie, notre malade va rapporter des épisodes d'étouffement nocturne, une sensation de suffocation qui va obliger le malade à se réveiller à plusieurs reprises au cours de la nuit, à s'asseoir au bord de son lit, à se précipiter vers la fenêtre en paroi d'une soirée. Donc généralement, mort d'antenne, pour exprimer cette sensation d'étouffement, ils vont utiliser 4 types de termes. Ça, ce sont des termes qui sont habituellement utilisés par l'apnéique tunisien pour exprimer justement cette sensation d'étouffement nocturne et les élèves qui vont l'entourage, la conjointe en particulier, elle aussi, elle aura sa part de souffrance quotidienne puisque chaque nuit ou presque, elle sera obligée d'assister à la respiration laborieuse de son conjoint, de constater ses pauses respiratoires angoissantes et de subir en même temps la gêne causée par le ronflement et par les reprises ventilatoires explosives. Et dans les formes, je dirais, caricaturales, ce ronflement peut être tellement intense et tellement fort qu'elle est capable d'endommager l'appareil auriculaire et du patient lui-même et celui de la conjointe. C'est pour vous dire ici que l'intervention d'un malade apnéique, idéalement, il doit se faire en présence de la conjointe parce que c'est elle qui saura vous rapporter les principales manifestations cliniques nocturnes qui seront souvent ignorées par le patient. Sinon, à côté du ronflement, d'autres manifestations sont aussi importantes à repérer. Il y a surtout la lecturie, j'insiste parce que c'est fréquent et particulièrement évocateur, le sommeil agité, l'hypercitation, parfois le somnambulisme, les cauchemars
et les terreurs nocturnes. Et finalement, certains malades finissent par développer un problème d'insomnie, tellement les éveils et les micro-éveils sont là. Alors, ces anomalies nocturnes, bien sûr, toutes, elles vont contribuer à altérer davantage la qualité du sommeil de notre malade, et la conséquence directe, absolument la plus handicapante pour notre patient, ça sera la somnolence diurne excessive. Bien sûr, être somnolent, ce n'est pas forcément pathologique, parce qu'effectivement, il existe une somnolence physiologique, notamment en période post-prandiale, en fin de journée, la nuit bien entendu. Tout ça, c'est physiologique et normalement, il n'y a aucune raison pour cela. La somnolence pathologique, quant à elle, eh bien, celle-ci, elle va se manifester par un envie de dormir ou carrément des moments d'endormissement pendant des situations inappropriées pour le sommeil. Et bien sûr, ces situations seront variables en fonction de l'intensité, en fonction de la sévérité de la somnolence. Alors, pour les malades légèrement somnolents, ceux qui présentent une somnolence légère ou modérée, et bien dans ce cas, le sommeil va se manifester pendant des situations plutôt passives qui ne demandent pas beaucoup d'attention. Par exemple, la lecture, les réunions, être devant la télévision, les conférences parfois. Sinon, dans les formes sévères qui sont réellement handicapantes, et bien à ce moment-là, notre malade risque de somnoler pendant des situations actives, là où il devrait avoir toute sa vigilance. Par exemple, il peut somnoler pendant la parole, pendant l'alimentation, parfois même pendant la marche, et le plus dangereux, le plus grave, c'est absolument la somnolence au volant avec le risque accidentel qui en vient. Ben justement, ce risque accidentel, il a fait l'objet d'une méta-analyse toute récente, publiée en 2014. Dans cette méta-analyse, on a rassemblé 11 études, et là, on a essayé d'évaluer le risque accidentel chez des conducteurs professionnels apnéiques. Donc, ce sont des conducteurs de poids lourds, de transport public, tous porteurs d'un sens. Alors, finalement, ce qu'on a trouvé, c'était un risque accidentel évalué entre 2 et 6. Donc, lorsqu'on est conducteur professionnel et qu'on est en même temps porteur d'un sens obstructif, et bien dans ce cas, la chance de faire un accident de route sera 2 à 6 fois plus importante comparativement à quelqu'un qui est indemne de la maladie. Ça va, c'est bon comme ça. Très bien. Alors, ça, ce sont des constatations qui sont extrêmement importantes à repérer parce que, apparemment, ces mêmes conducteurs professionnels seraient une population à risque pour le sas obstructif, et ça, on le voit clairement à travers ces différentes études. Ici, nous avons des études toutes récentes et toutes elles rapportent des chiffres de prévalence élevés. À titre d'exemple, si on prend le cas de figure des conducteurs américains et suédois, la prévalence du sas obstructif aussi aux alentours de 20%, et ça dépasse déjà les 40% chez les Australiens et les Malaisiens. Donc là, vous imaginez l'ampleur du problème, ce sont des conducteurs de poids lourds et de transport public qui se baladent quotidiennement parmi nous, sans se faire aucun souci certainement, alors que 20 à 40% parmi eux seraient apnéiques. À vous d'imaginer les conséquences. Alors, je reviens encore une fois sur notre somnolence pour voir quelle est la valeur diagnostique de cette plainte fonctionnelle. Première chose importante à noter, c'est que la somnolence est loin d'être constante chez les malades apnéiques. Et là, on voit très bien que parmi les SAS, il y a seulement 50% qui s'en plaignent de façon significative. Donc, c'est un symptôme qui manque chez un malade sur deux. Inversement, maintenant, si on regarde l'association dans le sens contraire, est-ce que le fait d'être somnolent, c'est forcément synonyme d'un sas obstructif? Bien évidemment, non. Un grand non, pour une raison très simple. C'est que dans la population générale, il y a pratiquement 10% qui se plaignent d'un certain degré de somnolence excessive. Et lorsqu'on regarde le profil étiologique de cette somnolence, on voit très bien que le SAS n'intervient que dans les tiers de cas. Donc pour les 2 tiers restants, il y a certainement d'autres étiologies qui interviennent. Quelles sont ces étiologies? Eh bien, pour répondre à cette question, il y avait une étude très intéressante publiée en 2005 par Wexler. C'était une étude dans la population générale qui avait inclus 2500 individus somnolents. Et pour explorer l'origine de cette somnolence, on a procédé à une enquête clinique systématique
effectivement complété par une polysomnographie. Et ça, c'était un point très fort dans cette étude. Alors finalement, les principaux facteurs étiologiques identifiés, c'était le poids, l'âge avancé, la durée insuffisante du sommeil, avec un risque relatif aux alentours de 3-4 points. En tête de liste, nous avons la dépression, avec un risque relatif aux alentours de 10. Et très loin, en dernière position, nous avons le SAS, avec un risque relatif égal à 1,2. Donc c'est presque pas significatif, notamment si on fait la comparaison avec la dépression, qui reste jusque-là la première cause de somnolence excessive au sein de la population générale. Sinon, à côté de la somnolence, il y a aussi d'autres manifestations diurnes qui sont importantes aussi à rechercher, l'humeur, les syndromes dépressifs, les céphalées matinales, la fatigabilité, les troubles de concentration et des moments. Vous avez aussi le déclin du rendement professionnel. Les comportements automatiques sont également fréquents, sans oublier le trouble de la sexualité avec le retentissement sur la vie conjugale. Donc là, finalement, ce qu'on a, c'est un tableau fonctionnel très varié avec des manifestations de toute nature, respiratoire, neurologique, psychologique, urinaire, sexuelle. Donc, effectivement, c'est un tableau très hétérogène, mais c'est aussi un tableau qui permet d'évoquer facilement le diagnostic, notamment en présence de deux manifestations terminales de la maladie, le ronflement et la somnolence diurne excessive. Si vous avez ce type de combinaison, il faut directement aller chercher un SAS obstructif, tout en sachant que cette combinaison, quoique très évocatrice, elle est loin d'être spécifique de la maladie. Une dernière blague, juste pour dire quelques mots concernant l'examen physique. Là aussi, vous allez trouver certaines anomalies morphologiques qui vont renforcer davantage la suspicion clinique de diabète. Alors, la première anomalie qui normalement doit attirer l'attention des cliniciens, c'est l'obésité volontiers de type androïde, l'obésité facio-tranquillaire avec le cou court et épais. Il y a aussi des anomalies anatomiques de la sphère orale, la dysmorphie crânio-faciale et les anomalies orthodontiques. Je ne vais pas en parler davantage parce que ça sera certainement développé par les confrères par la suite. Mais pour le moment, sachez quand même que toutes ces anomalies morphologiques, elles constituent en fait des facteurs de risque pour les SAS post-it. C'est vrai que l'obésité androïde constitue absolument le facteur majeur, mais c'est vrai également que les autres anomalies interviennent et elles aussi, elles sont importantes à considérer. Je pense que je n'ai pas dépassé le temps. Très bien. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous montrer que le SAS constitue absolument, effectivement, une pathologie fréquente, voire même très fréquente, notamment au sein de certaines groupes, en particulier les obèses, les personnes âgées, les hypertendus, les cardiaques, les diabétiques, sans oublier nos chers amis, les conducteurs professionnels. Donc pour ce groupe spécialement, il faut prêter une attention toute particulière aux symptômes évocateurs du SAS, qui soient exprimés spontanément par le malade ou qu'ils soient recherchés à l'interrogatoire systémique. Voilà, je vous remercie.